Bien, alors je vais commencer par un petit historique très bref de ce qu'est la méditation dite de pleine conscience. En fait, c'est une pratique qui est vraiment très ancienne, qui remonte à grosso modo 2500 à 3000 ans dans le nord-ouest de l'Inde et environ 1500 ans au Japon dans la tradition zen. C'est un étudiant en biologie moléculaire, John Kabat-Zinn, donc un étudiant américain, qui a eu le coup de génie de créer un protocole pédagogique d'apprentissage de cette méditation, de ces formes de méditation qui appartiennent au courant contemplatif, pour les rendre accessibles aux mentalités occidentales et particulièrement américaines. Et il a développé donc ce protocole à la fin des années 70 dans le cadre d'une clinique du stress. Et cette méthode s'est petit à petit répandue aux États-Unis et aujourd'hui est vraiment pratiquée partout, notamment en secteur hospitalier. Pour ce qui concerne Charleroi, donc l'hôpital Vincent Van Gogh a été l'un des tout premiers en Europe francophone à introduire ce protocole MBCT puis MBSR de méditation de pleine conscience. Alors, ce protocole, John Kabat-Zinn l'a appelé MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, donc réduction du stress basée sur la pleine conscience. Et le stress, c'est à entendre ici au sens le plus large qui soit. C'est-à-dire, la bonne nouvelle est que le stress, c'est nous qui le fabriquons. Ce qui vient générer du stress sont des circonstances, sont des contextes, des situations que nous appellerons stresseurs. Mais le stress en lui-même, c'est vraiment l'ensemble des réactions physiologiques et psychologiques, bien sûr, donc l'ensemble des symptômes que nous ressentons lorsque nous sommes confrontés à une situation ou à un changement de situation auquel nous craignons de ne pas pouvoir faire face de manière adéquate, judicieuse ou pertinente. Et c'est un véritable circuit infernal qui s'enclenche alors. À savoir que généralement, le stress est initié par un événement qui vient le déclencher. Et à ce moment-là, lorsque nous sommes confrontés à un événement, nous allons développer je dirais, une émotion, un ensemble d'émotions. Il y a plus ou moins consensus dans le milieu psychologique euh, pour accepter que toutes les émotions que nous pouvons ressentir sont un mélange des émotions de base, un peu comme toutes les couleurs de l'univers sont un mélange des couleurs de base. Donc il y a plus ou moins consensus pour compter 4 émotions de base, la peur, la colère, la tristesse et la joie. Certains courants psychologiques en comptent davantage un cinquième, comme le dégoût par exemple. Mais nous allons nous contenter de ces 4 émotions de base. Et donc, lorsqu'un événement vient provoquer une émotion, nous allons évidemment faire monter notre niveau émotionnel sur une sorte de paramètre émotionnel que j'ai décrit ici sous forme d'un schéma. Lorsque l'intensité est trop haute, nous allons avoir un besoin de charge. Au début, et lorsque le stress est sain, nous allons charger le plus souvent de manière comportementale ou verbale, avec des attitudes soit violentes, soit de rire, comme on parle de rire nerveux, soit de la tétanie. Nous sommes incapables de bouger. Et assez fréquemment, lorsque ces comportements, lorsque ces réponses émotionnelles sont trop importants, nous allons développer des sentiments à ce moment-là négatifs. C'est-à-dire que nous allons avoir peur, par exemple, de ressentir de la panique ou de la culpabilité, de la honte, vont elles-mêmes venir générer un stress. À partir de ce moment, la plupart du temps, nous n'avons plus besoin d'un événement déclencheur. Ce sont les pensées, les ruminations mentales qui vont venir à ce moment-là provoquer ce circuit infernal. Et la décharge risque fort à ce moment de se manifester de manière somatoforme, c'est-à-dire somatique, sous forme de troubles physiologiques, psychologiques, bien sûr, des troubles cardiovasculaires, endocriniens ou psychologiques tels que l'anxiété, l'irritabilité, etc. Et ces manifestations somatoformes vont évidemment venir renforcer les sentiments négatifs. Et à ce moment-là, nous n'avons même plus besoin d'événement que ce soit
puisque notre état émotionnel se situe en permanence à un niveau trop haut pour ne pas déborder à la moindre sollicitation. L'intention du protocole MBSR, donc de la méditation dite de pleine conscience, est de nous ménager un petit espace de liberté entre l'initiation du stress et le débordement émotionnel. Nous allons voir assez rapidement comment. Alors, bien sûr, il existe différentes techniques de désensibilisation ou de désactivation de ce stress. Il y a bien sûr la mindfulness et d'autres méthodes. Il y a bien sûr les médicaments, les anxiolytiques, les antidépresseurs, etc. Et puis, il y a j'appellerais des désactivations, des illusions de désactivation comportementale, telles que la boulimie, la nourriture, ou l'alcool, bien évidemment. Ce que j'appelle la frigidaire thérapie ou la Johnny Walker thérapie. Évidemment, présente divers inconvénients. Lorsque nous sommes soumis, lorsque nous sommes dans des états émotionnels intenses, ce sont nos automatismes qui vont nous permettre de fonctionner. C'est-à-dire que notre pilote automatique n'est évidemment pas quelque chose de négatif en soi, sauf lorsqu'il nous place dans des situations où la réponse automatique qui est induite par l'émotion n'est pas pertinente, ou voire est carrément inadaptée. Évidemment, ce pilotage automatique consiste donc en une réaction émotionnelle au lieu d'une réponse rationnelle. Et lorsque nous nous trouvons dans cet état, avec en quelque sorte nos réactions qui anticipent le bon sens, nous allons nous trouver dans un véritable bouillonnement, dans un véritable maelstrom émotionnel qui vont générer des pensées négatives. Par exemple, l'impression qu'on ne va jamais en sortir, l'impression qu'on ne réussira pas, le sentiment d'être noyé sous les événements, sous les tâches à accomplir. C'est évidemment épuisant comme situation, ce qui va augmenter encore l'anxiété ou la détresse morale et mentale, provoquer des pensées qui tournent en boucle de manière obsessionnelle et la recherche de solutions à des problèmes qui peut-être ne se produiront jamais. Lorsque nous sommes dans ce pilotage automatique, c'est-à-dire que nous sommes amenés à agir plus vite que ne le nécessite réellement la situation, nous sommes tout à fait déconnectés, c'est-à-dire que notre esprit et notre corps ne sont plus synchrones. Le corps fonctionne tout seul et l'esprit est ailleurs. J'ai illustré ça par une petite bande dessinée que je trouve assez drôle. Et nous pouvons ainsi voir notre ami qui est au bureau devant son ordinateur en train de penser à la partie de golf qu'il va faire après sa journée. Lorsqu'il est en train de faire sa partie de golf après la journée, il est en train de penser au rendez-vous qu'il a avec une amie ou avec sa compagne le soir venu. Et lorsqu'il est au lit avec cette amie ou cette compagne, en fait, son esprit est au bureau le lendemain matin en train de ruminer à ce qu'il a oublié de faire ou à ce qu'il devra faire ou à ce qu'il ne parviendra pas à faire. Bref, le corps et l'esprit ne sont plus au même endroit en train de faire la même chose avec la même personne au même moment. Nous sommes ailleurs. Pour interrompre ceci, la proposition de la mindfulness est donc un entraînement à la méditation. C'est très délibérément que j'utilise le terme entraînement parce qu'il faut comprendre que la méditation dite de pleine conscience, la mindfulness, est en fait une pratique de présence attentive, c'est-à-dire s'entraîner pour devenir capable d'être vraiment là où nous nous trouvons, vraiment en train de faire ce à quoi nous sommes occupés, et vraiment présent aux personnes avec qui nous nous trouvons à ce moment-là. On résume assez fréquemment ça sur la capacité de se trouver ici et maintenant de manière globale, l'esprit et le corps. La capacité à se connecter à l'ici et maintenant, le fameux hic et nunc des stoïciens antiques. Je parle de fitness cérébrale lorsqu'on évoque la mindfulness, parce que c'est véritablement un entraînement
de mise en condition mentale de la même manière que l'on peut pratiquer de la mise en condition physique. En effet, depuis de très nombreuses années, depuis des siècles, on s'est rendu compte que les gens qui pratiquaient ce type de méditation se mettaient à fonctionner mentalement d'une autre manière. Donc, on modifie le fonctionnement du cerveau. Mais depuis une dizaine d'années, la recherche médicale et particulièrement les technologies d'imagerie médicale ont permis de montrer que ce type d'entraînement méditatif apporte également des modifications structurelles au niveau cérébral. On parle de plasticité cérébrale. C'est-à-dire que par l'intermédiaire ou comme résultat des stimuli auxquels on soumet le cerveau dans ce type de méditation, cela va apporter des modifications à différentes aires cérébrales. Certaines vont se renforcer, d'autres, au contraire, vont diminuer. Et ce sont ces modifications structurelles du cerveau par la plasticité cérébrale, ce sont ces modifications structurelles qui nous rendent capables de mettre en pratique d'autres fonctionnements mentaux. La plupart d'entre nous, nous savons très bien ce que nous devrions ou ce que nous ne devrions pas faire. Nous savons très bien que nous ne devrions pas nous énerver pour ceci ou pour cela, nous mettre en colère contre un tel ou une telle. Nous savons très bien ce que nous devrions et ce que nous ne devrions pas faire, mais tout simplement, nous n'en sommes pas capables. Ce qui nous amène d'ailleurs par la suite à le dire, j'aurais dû dire ceci ou je n'aurais pas dû dire cela, je n'aurais pas dû faire ça, si j'avais su, j'aurais fait ainsi, etc. Sentiments qui, bien sûr, vont se transformer en sentiments de culpabilité, de honte, etc., tels qu'au début de l'explication. L'entraînement à la méditation consiste donc à devenir capable de répondre au lieu de réagir face aux stimuli de la vie. Alors évidemment, je vous dis ça, j'ai mis ici une seule dia puisque nous ne disposons pas de beaucoup de temps, mais une multitude de recherches et d'études ont été publiées au cours des 20 dernières années qui ont permis de montrer par l'imagerie médicale différentes transformations. Donc par exemple, on va constater l'épaississement du cortex préfrontal, mais également une diminution de la matière grise dans l'amygdale. Alors, l'amygdale cérébrale est le premier siège de nos réactions émotionnelles. C'est la première chose qui va s'activer lorsque nous sommes confrontés à un changement de situation potentiellement stressant. Et donc, on s'est rendu compte que, notamment, la diminution de la matière grise dans l'amygdale cérébrale et l'augmentation de cette matière grise dans le cortex préfrontal rééquilibre le signal d'alerte initial, la réponse qui va lui être apportée. Cette étude est une des premières qui ont été faites par Sarah Lazar, donc à l'université de Harvard. Mais il y en a vraiment énormément d'autres. Je vais d'ailleurs le passer ici. Voilà, on peut voir qu'au début des années 2000, nous n'avions qu'une dizaine de publications annuelles concernant le protocole MBSR et la méditation de pleine conscience en général. Et en 2017 ou 2018, nous étions à plus de 700. Donc, il y a véritablement une croissance exponentielle, une augmentation exponentielle du nombre d'études qui sont publiées concernant la mindfulness. Alors maintenant, qu'est-ce que la pratique méditative de présence attentive, donc la méditation dite de pleine conscience? Il faut bien entendre qu'il ne s'agit pas ni d'une psychothérapie, ni d'un cours. Il s'agit en fait d'une méthode qui va nous permettre d'atteindre, ou en tout cas de nous approcher de ce que nous appelons l'état de pleine conscience. Alors John Kabat-Zinn définissait ça, l'état de pleine conscience, comme l'état dans lequel nous nous trouvons, l'état de conscience dans lequel nous nous trouvons, lorsque nous portons notre attention de manière délibérée sur ce que nous ressentons, ce que nous voyons, ce que nous percevons. Donc lorsque nous portons notre attention de manière délibérée, à l'instant où nous portons cette attention, à l'endroit où nous portons cette attention, sans porter de jugement de valeur sur ce que nous percevons. De manière plus simple, on pourrait dire que c'est se rapprocher le plus possible de la réalité, en s'éloignant de toute interprétation et de tout jugement sur ce que nous percevons.
Et ce que nous percevons, c'est ce que nous entendons, ce que nous sentons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, mais également les manifestations physiques, donc induites par l'émotion, les manifestations physiques qui sont générées par la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est cette conscience globale qui nous permet de porter un regard plus proche de la réalité que lorsque nous sommes uniquement pilotés par nos émotions. L'entraînement à la pleine conscience, l'entraînement à la présence attentive nous rend donc capables de nous approcher de cet état de pleine conscience qui est, je dirais, de se connecter de la manière la moins subjective possible à la réalité. Je vous ai parlé donc du protocole MBSR. Alors, il s'agit d'un protocole étalé sur 8 semaines, à raison d'une séance hebdomadaire par semaine. Ce sont des séances qui durent entre 2h30 et 3h. Et au cours de chacune de ces séances, on va instruire les participants du groupe, parce que cet entraînement se fait en groupe, ce sont des groupes généralement d'une quinzaine de personnes. Alors ça varie un petit peu, je dis 15, mais il peut y avoir des groupes de 10-12 personnes et d'autres de 20-25. Mais ce sont toujours des groupes. Au cours de cette séance d'instruction, le ou les instructeurs vont enseigner aux participants différentes techniques de méditation et les participants en groupe vont alors être invités à mettre en pratique durant toute la semaine qui suit ce qui a été instruit durant cette séance hebdomadaire. Et il est demandé aux participants d'y consacrer un certain temps. Alors, un certain temps, ça peut être une demi-heure, ça peut être 3/4 d'heure. Je parle d'une demi-heure, 3/4 d'heure parce que c'est grosso modo une moyenne, mais il faut savoir que chaque personne est confrontée à des difficultés différentes et donc certains participants devront commencer par quelques minutes par jour, là où d'autres pourront y consacrer davantage de temps. Donc, c'est très personnalisé, je dirais. Cet apprentissage est donc une séance hebdomadaire, l'entraînement est quotidien, durant 8 semaines. Dans le cadre de la mindfulness, nous pratiquons 4 grandes formes de méditation. Il y a une méditation couchée, qui est une sorte de balayage corporel avec une attention accrue aux sensations corporelles et un entraînement à remarquer lorsque notre attention quitte l'endroit où le genou, par exemple, nous lui avions demandé de se poser parce que nous sommes distraits par quelque chose ou que des pensées viennent entraîner notre esprit aléatoire. La méditation assise, qui est directement issue des traditions Vipassana et Zen, il s'agit là d'une méditation où, à terme, l'intention est de ne porter son attention sur rien, mais d'être attentif à tout, c'est-à-dire à ce que nous ressentons, à ce que nous pensons, à notre état émotionnel, aux événements qui viennent générer ces états. Ça peut être un souffle de vent, ça peut être la vue de quelque chose, le fait d'entendre une autre chose, bref, tous les stimuli extérieurs et intérieurs. L'intention est de nous entraîner à une conscience globale. La marche méditative, qui est une marche très lente, qui est issue essentiellement de la tradition zen, en tout cas dans la manière dont nous l'enseignons à Charleroi. Il s'agit donc en fait de marcher non plus de manière automatique, mais de repasser en pilotage manuel de la marche, de manière à être bien conscient de toutes les sensations physiques ressenties par le fait d'être en train de marcher, de manière ici aussi à nous approcher au maximum d'une vision, d'une perception aussi neutre que possible de tous les stimuli qui se manifestent et auxquels nous sommes confrontés. Et enfin, une méditation en mouvement, ce sont essentiellement soit des postures ou des mouvements de yoga ou du tai chi. Encore une fois, à Charleroi, nous sommes beaucoup plus proches de mouvements issus du tai chi que du yoga, mais il s'agit essentiellement d'être conscient de sa position dans l'espace, de la posture du corps, donc d'avoir une conscience globale du corps en mouvement et donc de nous entraîner à pouvoir de manière tout à fait délibérée être conscient des mouvements exécutés par notre corps.
Ces quatre grandes formes, ces quatre méditations formelles sont complémentaires, sont donc difficilement dissociables. Alors bien sûr, chaque participant aura des pratiques préférentielles et pratiquera plutôt un peu plus ceci, un peu moins cela, mais il s'agit véritablement des quatre grandes formes dont l'intention est de parvenir à une conscience aussi globale que possible lorsque de manière délibérée, nous désirons sortir de la distraction, du manque d'attention, de l'effervescence mentale, de l'agitation mentale, etc. Et de revenir à l'ici et maintenant, de revenir à l'instant présent. J'expliquais que John Kabat-Zinn a donc formalisé un protocole pédagogique d'enseignement de la méditation. Et il faut savoir qu'au-delà d'avoir créé ce protocole pédagogique, il a également expurgé totalement les pratiques méditatives traditionnelles de toutes leurs connotations religieuses, bien sûr, mais même philosophiques. À savoir que je pourrais dire qu'on a dépouillé ces pratiques de tout le folklore qui les entoure, mais le mot folklore ici dans ma bouche n'est pas du tout péjoratif. Je veux dire par là qu'on a éliminé tous les aspects rituels des courants philosophiques ou religieux pratiquant ce type de religion. Nous sommes donc dans une méditation parfaitement laïque. Et j'insiste vraiment énormément sur cette notion de laïque, dans la mesure où même les convictions philosophiques, éthiques ou autres de l'instructeur ne font pas partie de l'enseignement. Il s'agit donc de permettre à chaque participant d'élargir ses capacités de libre arbitre, à savoir de sortir, lorsqu'il le désire, des ornières de ses pensées, de ses convictions automatiques, donc de sortir de ses croyances éventuellement infondées en revenant à une connexion plus stable à la réalité. J'ai mis cette diapositive-ci pour illustrer le fait que, par exemple, la méditation assise peut parfaitement se pratiquer sur des chaises. Donc, il n'y a pas de baguette d'encens, il n'y a pas de tête de Bouddha, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a absolument aucun rituel. Donc, la pratique de la mindfulness est laïque et totalement déritualisée. Cependant, nombre de personnes préfèrent, pour méditer, utiliser des coussins de méditation, des petits bancs. Et nous voyons aussi une salle assez typique avec des personnes qui sont assises sur le sol, d'autres comme ce personnage-là sur son banc et sur un petit banc de méditation, et d'autres personnes sont assises sur des chaises. Dans la plupart des cycles, et en tout cas à l'hôpital Van Gogh à Charleroi, il y a ainsi véritablement un mélange, chaque participant étant invité à trouver, à partir à la recherche et trouver ce qui lui conviendra le mieux. Une question que l'on me pose fréquemment est: est-ce que ça marche chez tout le monde? Alors, il ne faut pas s'attendre à de la magie, parce qu'il n'y a rien de magique. C'est un entraînement, c'est du fitness cérébral. C'est donc la qualité, la régularité et, je dirais, l'intensité de l'entraînement qui va amener à un résultat. Cependant, oui, à partir du moment où on pratique, cela fonctionne chez absolument tout le monde, mais pas de la même manière. C'est exactement la même chose que si j'emmène un groupe tous les jours à la piscine pendant 2 mois. Eh bien, à la fin de ces 2 mois de pratique quotidienne de natation, certaines personnes nageront plus vite et plus longtemps que d'autres, mais il y a une certitude, c'est que tout le monde nagera mieux à la fin de 2 mois que le premier jour. Donc les progrès existent chez tout le monde, mais ils ne sont pas les mêmes chez tout le monde, ni en termes d'importance, ni en termes de forme, ni en termes de rapidité. L'une des questions que l'on pose souvent dans les séances d'information concernant la mindfulness, c'est, bon, ok, mais clairement, concrètement, en quoi est-ce directement utile? Pour véritablement résumer, je pourrais dire que cela permet d'être présent de manière relativement claire, donc d'être clairvoyant, de devenir davantage clairvoyant, conscient et lucide des situations dans lesquelles on se trouve, sans être pollué par une multitude, par tout un bruit de pensées indésirables.
Ceci, évidemment, c'est l'une des raisons pour lesquelles on les pratique en secteur hospitalier. Les principaux bénéfices que l'on constate sont l'anxiété et les troubles anxieux. Là, vraiment, les études actuelles démontrent des effets absolument clairs à ce sujet. L'impulsivité, notamment sous forme de colère, c'est peut-être ce qui donne les résultats les plus rapides. Hein, l'irritabilité, le fait d'être constamment prêt à aller au conflit. La pratique méditative a un effet apaisant véritablement, comment vais-je dire, est vraiment constaté de manière très significative chez les personnes qui le pratiquent. C'est actuellement manifestement l'une des meilleures méthodes préventives des risques psychosociaux et notamment du burn-out. On constate une amélioration dans la cohabitation des personnes qui sont affectées par des douleurs chroniques. Il n'y a, à ma connaissance en tout cas, pas d'études qui permettent de démontrer que la douleur diminue, mais par contre, il y a une cohabitation beaucoup plus sereine avec les douleurs chez les personnes qui pratiquent. On pourrait dire, je n'ai pas eu le temps d'aborder le sujet, mais qu'on a assez peu d'influence sur la douleur, mais on a beaucoup d'influence sur la souffrance, c'est-à-dire la manière dont on ressent la douleur. Bien sûr, les troubles alimentaires, les troubles du sommeil et troubles sexuels sont quand même très fréquemment directement liés au stress. Donc, l'amélioration, la réduction du stress améliore généralement, on constate, notamment dans le sommeil, on constate des améliorations significatives. La rémission dépressive, donc c'est-à-dire la prévention de la rechute dépressive, c'est là que les études empiriquement validées sont les plus claires. Les résultats obtenus sont semblables à ceux obtenus par les antidépresseurs, sans les inconvénients de ceux-ci. Et bien sûr, les ruminations mentales, qui sont directement liées évidemment à l'anxiété, ont une forte tendance à diminuer également. Il y a des indications, à savoir que se trouver en plein cœur d'un épisode dépressif majeur, sévère, ce n'est pas le bon moment pour entamer un cycle de méditation. Il y a lieu d'être en période de rémission. Les troubles bipolaires non stabilisés sont également une contre-indication. Si ce trouble bipolaire est stabilisé depuis un certain temps, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais il est évident qu'il y a lieu d'en parler précédemment à l'instructeur ou à l'instructrice. Les troubles de l'attention graves avec ou pas hyperactivité sont également une contre-indication. Je parle de troubles de l'attention graves. Lorsqu'ils sont modérés, on enregistre plutôt une amélioration de ceux-ci. Les séquelles psychologiques, du physique, émotionnel ou sexuel, donc des abus, des agressions, des hold-up, des carjacking, des choses comme ça, s'ils n'ont pas été traités en psychothérapie, la méditation risque de faire remonter à la surface des émotions désagréables. Ce n'est pas vraiment dangereux en soi, mais ça peut être davantage perturbant qu'aidant. Les dissociations, les attaques de panique, les troubles psychotiques, je pense essentiellement à la schizophrénie, sont des contre-indications, et les idéations suicidaires lourdes également. Donc je parle d'idées noires susceptibles de générer un passage à l'acte. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé. C'était vraiment très intéressant. Je me demandais au fond si il y avait des taux de réussite différents en fonction des âges. Est-ce que les gens plus jeunes, par exemple, d'abord, est-ce que les gens plus jeunes ont conscience que justement la pleine conscience peut les aider? Parce qu'évidemment, dans la jeunesse, on est beaucoup plus fougueux, on est beaucoup plus impulsif qu'on ne l'est peut-être par la suite. Et c'est vrai qu'on a l'impression, paradoxalement, que c'est eux qui en auraient le plus besoin et que c'est plutôt des gens, je veux dire, un peu plus mûrs qui vont aller vers la pleine conscience. Alors, en effet, donc, la première partie de votre question, est-ce qu'on enregistre des résultats différents? À ma connaissance, il n'y a pas encore, nous n'avons pas suffisamment de recul que pour avoir fait des études fiables à ce sujet. Mais depuis quelques années, l'enseignement de la méditation s'est
j'allais dire largement, commence à être largement répandu dans les écoles, déjà chez des enfants de troisième maternelle et en école primaire. Donc il y a véritablement un enseignement qui est différent, mais où on enseigne la méditation aux enfants et d'ailleurs aux adolescents. L'Université catholique de Louvain euh, instruit d'ailleurs un certificat universitaire donc pour former des enseignants de méditation aux enfants et adolescents. Et un autre protocole, beaucoup plus lent, est destiné, donc il s'étale sur un an de mémoire, parce que moi je ne le pratique pas, est destiné aux personnes âgées. Euh, J'ignore donc s'il y a des différences de résultats significatifs, mais en tout cas, votre question a été un peu anticipée, puisqu'on a créé des protocoles différents pour les enfants et adolescents, pour les adultes et pour les personnes âgées. D'accord. Il y a un spectateur qui me demande si, comment fait-on pour se déconnecter? Comment se rendre prêt, neutre pour ce genre de méditation? Et donc, comme je l'expliquais, on ne fait pas, on devient capable de. Je compare ça au vélo. Tout le monde, ou presque tout le monde, sait rouler à vélo, parce que c'est une chose très simple. On apprend à rouler à vélo, et une fois qu'on l'a appris, on roule à vélo de manière assez naturelle. Mais tout le monde n'est pas capable de grimper le Mont Ventoux à vélo. Pourtant, c'est toujours aussi simple. Il suffit de pédaler. Donc, tout le monde sait comment il faut faire, mais tout le monde n'en est pas capable. Dans le système de pensée, comme je le disais, nous savons tous ce que nous savons tous plus ou moins ce que nous devrions faire et ce que nous ne devrions pas faire. C'est-à-dire que nous savons déjà comment rouler à vélo. Mais nous ne sommes pas encore capables de mettre ça en application lorsque la situation devient difficile, c'est-à-dire lorsque l'on monte le Ventoux. Donc c'est une question d'entraînement. Et certaines personnes deviennent plus capables que d'autres de faire face à des situations difficiles en restant plus ou moins serein, mais ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de capacité. Ce n'est inné chez personne, si je comprends bien. Oh, alors, j'ignore si ce n'est inné chez personne, mais certaines personnes en ont. Je cite souvent mon grand-père maternel, qui ne méditait pas, véritablement pas, mais c'était ce que j'appelle l'incarnation du bon sens et de la bonté sur Terre. Et j'ignore s'il était comme ça parce qu'il méditait sans le savoir ou si c'était inné. Mais c'est un homme qui m'a appris à regarder des fleurs éclore. C'est-à-dire qu'on peut rester devant 2 heures et il me disait, mais est-ce que tu ne vois pas une différence avec il y a 2 heures? Non, je ne voyais pas la différence, je la constatais que le lendemain. Mais voilà le genre de personnage qui ne pratiquait pas la mindfulness. C'est joli ça. Alors j'ai une autre question. Existe-t-il des applications mobiles pour pratiquer la méditation? Alors, il existe des applications mobiles, il y en a même une qui est très très connue, qui s'appelle Petit Bambou. Mais, alors là, ça devient une opinion qui est la mienne. Je pense que ces applications sont intéressantes pour continuer à pratiquer lorsqu'on a suivi un cycle d'initiation. Mais de mon point de vue, ce n'est vraiment pas pertinent pour l'apprentissage. Ce serait un petit peu comme apprendre à jouer du violon avec des pistes préenregistrées. Ça n'a pas grand sens parce que jouer du violon ou de la flûte traversière ou même ou d'un autre instrument est quelque chose qui se transmet, qui ne s'apprend pas. Et donc, il est important d'être initié, de recevoir le début d'apprentissage par une personne qui maîtrise, qui non seulement maîtrise la pratique, mais également de la transmettre en fonction de l'individu, de l'élève qui se trouve face à lui. Or, par définition, un enregistrement ne s'adapte pas à un élève, c'est l'inverse qui doit se produire. Donc, je dirais que pour apprendre à méditer, la réponse est non. Il y a lieu véritablement de s'engager dans une démarche, soit MBSR, soit une autre. Je ne suis pas un apôtre de la méditation et le radicalisme est tout ce que je fouille. Donc, j'ai assez peu d'opinions tranchées, mais je pense que pour apprendre, il vaut mieux s'inscrire dans un cycle et ensuite, pour continuer à pratiquer, pourquoi pas utiliser des applications guidées qui sont une aide intéressante. Pour l'entraînement. Voilà. Voilà.
Alors, j'ai une question de Frédéric Liégeois. Est-ce que sur le long terme, avez-vous une étude qui atteste d'une diminution de la sénilité sur le public pratiquant? J'ai pu constater qu'au moins 80% de mes patients séniles avaient commencé par une dépression ou en tout un par un désintérêt aux éléments qui les entouraient. Donc, je ne connais pas d'études. Je sais qu'il y en a qui sont de plus en plus en cours, mais pour ma part, alors, on n'est pas tout à fait dans la sénilité, mais, enfin, on n'est même pas du tout dans la sénilité, mais j'avais créé et animé pendant des années un protocole adapté aux personnes affectées de sclérose en plaques. Et donc, l'une des principales difficultés qui étaient avancées par ces personnes étaient des problèmes de mémoire et d'attention, parmi d'autres. Et là, on a quand même pu constater, encore aujourd'hui d'ailleurs, que chez les personnes notamment atteintes de ce type de pathologie, il y a effectivement une amélioration des capacités d'attention et de mémoire. Il existe des groupes, et notamment c'est Claude Maskens, qui est l'une des pionnières, comme moi, de la mindfulness en Belgique, qui a créé un protocole destiné aux personnes âgées. Euh, Peut-être a-t-elle l'information quant à des études validées, mais de mémoire, je l'ignore. Ok, ben écoutez, merci beaucoup en tout cas.